Le syndrome de Stockholm, c'est bien connu. C'est lorsque des victimes de prise d'otage sympathisent avec leurs agresseurs. Mais pourquoi on appelle ça le syndrome de Stockholm? Est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire en particulier qui a fait en sorte qu'on a découvert ce syndrome psychologique? Bien, on en parle aujourd'hui avec l'historienne Marie-Lise Paquin. Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Premièrement, de où ça vient le syndrome de Stockholm? Oui, mais en fait, c'est à la suite d'une prise d'otage, évidemment. C'est le 23 août 1973, un homme du nom de Jane Erik Olson qui est arrivé dans une banque avec un fusil, une cagoule, etc., puis il a dit que la fête commence. Et la fête, ça a été six jours de prise d'otage, quand même une très longue prise d'otage. Et il y avait 4 otages au total. Et c'est la première fois qu'il y avait un direct en Suède qui pouvait couvrir un événement comme ça en direct devant les médias. Donc, ça a été très médiatisé, évidemment. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'Olson a demandé, la première chose qu'il a demandé, c'est qu'un de quelqu'un qui connaissait de la prison, qui s'appelait Clark Olofsson, donc qui était prisonnier à l'époque, soit amené sur place. Donc, il a servi un peu d'intermédiaire. Finalement, ils ont accepté sa demande. Donc, il voulait que son ami sorte de prison. Oui, c'est ça, sortir de prison, puis vienne l'aider aussi dans sa prise d'otage. C'est ça. Et puis, les ravisseurs sont enfermés dans la voûte de la banque avec les otages. Et il a fallu plusieurs jours, mais les policiers ont réussi finalement à percer un trou et à passer par l'appartement au-dessus. Et ce qui a été vraiment surprenant dans ce cas-ci, c'est que les otages, quand ils ont été libérés, ils ont demandé à ce que les ravisseurs sortent avant eux. Normalement, on fait sortir les otages en premier, mais ils ont demandé parce qu'ils avaient peur que la police abatte les ravisseurs devant eux. Puis ils ont dit, bien là, si on sort après, il y a peut-être moins de chances qu'ils soient maltraités. Et puis il y a plusieurs otages qui ont dit par la suite qu'ils avaient beaucoup plus peur de l'intervention des forces de l'ordre que des ravisseurs eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça qu'on a parlé du syndrome de Stockholm par la suite, parce qu'il n'y avait pas de nom. On peut dire qu'il y avait eu d'autres. Ça s'est arrivé avant, ce genre de phénomène-là. Mais c'est le criminologue Niels Bejerot qui a donné finalement ce nom-là de syndrome de Stockholm à la suite de cet incident-là. Bon, là, tu as parlé que le suspect en question demandait que son ami vienne sur les lieux et qu'il sorte de prison, mais est-ce qu'il y avait d'autres demandes aussi? Oui, en fait, lui, il essayait de sortir en ça de douce, donc il a demandé de l'argent, à peu près l'équivalent de 700 000 évidemment, un gros montant. Là. Il a demandé une voiture rapide, des casques, des gilets pare-balles, tout pour réussir à sortir de là, mais il voulait sortir avec les otages aussi. Pour réussir après à rentrer dans la voiture. Mais finalement, ça a été refusé. Donc, les négociations ont piétiné. Puis, c'est pour ça que ça a duré quand même 6 jours avant qu'on réussisse à les sortir de là. Bon, l'homme en question, il n'a pas réussi à s'enfuir. Il a été condamné à combien d'années de prison? 10 ans. Donc, ça, Olson, il y a eu 10 ans. Donc, le premier qui est rentré dans la banque, il y a eu 10 ans. Par contre, il faut savoir aussi que les otages ont refusé de témoigner contre eux. Donc, ça montre encore à quel point le syndrome. Ouais. Et donc, mais ils ont quand même été reconnus coupables, là, parce que le témoignage, mais les otages n'ont pas voulu les incriminer. Et ils ont même essayé de contribuer à la défense des ravisseurs. Le deuxième ravisseur, Olofsson, qui finalement avait été amené sur les lieux, il a utilisé, évidemment, pour sa défense, il a dit, ben non, moi, j'étais juste là pour protéger les otages. Finalement, je n'ai pas participé vraiment. Donc, il a été condamné au départ. Après ça, il a réussi en appel à faire casser la condamnation. Par contre, c'est un criminel notoire, donc il a passé une grande partie de sa vie en prison, notamment pour trafic de cocaïne. Donc, il ne s'en est pas sorti aussi bien. Par contre, Olofsson, lui, quand il est sorti de prison, il est allé vivre en Thaïlande. C'est comme fait oublier. Il est revenu en Norvège en 2013. Mais je pense que même il a gardé contact avec une des victimes. Oui, mais en fait, c'est Olofsson aussi, les deux. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un mythe qui entoure cette histoire-là, comme quoi il y aurait une histoire d'amour entre une des victimes, une des otages et les ravisseurs, mais c'est pas vrai, en fait. Okay. C'est dû à une mauvaise traduction, finalement, du suédois au départ, là. Mais ce que ça disait, c'est qu'ils ont gardé contact, oui. Donc, il y en a qui sont allés le voir en prison, etc. Donc, c'est Christine Enmark qui est devenue amie avec Clark Olofsson, mais encore amie, là. Ils ont gardé contact, là. C'était pas... Mais comment des victimes de prise d'otages, qui se font menacer avec des fusils, par exemple, peuvent sympathiser avec leur agresseur? Comment ça se peut, ça? Oui, c'est vraiment étonnant, mais dans une situation aussi stressante puis aussi inhabituelle, ce qui arrive, c'est que tout geste
certains gestes qui vont être comme considérés comme des gestes de protection ou dès que la victime se sent très bien traitée, elle peut sentir que la personne a le plus de chances d'être protégée de l'extérieur en sympathisant avec son bourreau. Donc, c'est comme s'il devient un peu un protecteur du monde extérieur dans une situation complètement stressante, etc. Donc, c'est sûr que ça peut juste arriver quand la victime est bien traitée. Comme dans ce cas-ci, par exemple, c'est des petits gestes comme, un moment donné, il y en a une qui avait froid, qui lui a donné une veste. Il y en a une qui était claustrophobe, il l'a laissé sortir de la voûte avec une corde pour être sûr qu'elle pouvait aller respirer dehors. Mais qu'elle ne pouvait pas s'enfuir. Il y avait beaucoup c'est ça. Il consolait aussi une autre femme qui était parmi les otages. Donc, c'est ces petits gestes-là, puis ça a été considéré comme... dans le contexte, là, ils se sont dit, bien là, ils sont tellement gentils, nos ravisseurs, qu'on a plus peur que la police les descende, finalement, devant nous, et que là, ça va être plus traumatisant, finalement. Ou ils ont plus peur qu'une balle perdue les atteigne que d'être blessés par le ravisseur. Parce que finalement, il n'y a personne qui a été blessé gravement aussi. Là. Il n'y a pas eu de... S'il y avait eu un blessé grave, ça aurait peut-être été différent. Dans ce cas-ci, tout le monde s'en est bien sorti. Mais il y a un autre cas de syndrome de Stockholm qui a été très médiatisé là, aux États-Unis. Oui, c'est ça. L'année suivante, en 1974, c'est Patty Hearst, qui était la fille d'un très richissime magnat de la presse, là, William Randolph Hearst. Elle a été enlevée elle était en appartement, elle était étudiante à l'époque. Elle a été enlevée par l'Armée de libération symbionnaise, en fait. On ne sait plus trop c'est quoi maintenant, mais en tout cas, bref, c'est une armée quelconque. Et elle a été enlevée et elle a tellement sympathisé avec ses ravisseurs qu'elle a participé à des braquages de banques et des activités illégales avec eux. Et la défense a évoqué la thèse de, ben oui, c'est à cause du syndrome de Stockholm, donc elle n'est pas vraiment coupable, mais elle a quand même écopé de 7 ans de prison et elle a été libérée au bout de 2 ans. Là. On sentait qu'elle avait de très bons avocats aussi, mais elle avait carrément participé à des activités illégales, donc c'était un petit peu plus dur à défendre. Est-ce qu'elle avait participé à ces activités illégales parce qu'elle se sentait qu'elle devait faire ça pour se protéger ou vraiment c'est parce qu'elle est devenue amie avec ses ravisseurs et elle s'est dit, bon, ben moi aussi, je vais participer dans ces activités-là parce que je les aime tellement. Bien, dans son cas, oui, c'est assez complexe. Elle a écrit un livre aussi après. Bon, elle a quand même, ça a été médiatisé, mais c'est qu'il y a eu un côté de lavage de cerveau un peu aussi. Ah. Elle a été otage assez longtemps pour vraiment s'identifier à ses ravisseurs, faire partie de leur gang. Marie-Lise, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ce fut très intéressant. Et si on veut continuer à te suivre, tu as un blog. Oui, c'est ça. J'écris pour Sympathico des chroniques quelques fois par semaine sur des événements du jour dans la semaine qui ont eu lieu dans l'histoire. Alors, l'adresse est en bas de l'écran. Alors, on vous invite tous à suivre Marie-Lise Paquin sur son blog à Sympathico Actualité. De notre côté, on s'en va en pause. On vous revient dans 2 petites minutes.